En effet, l'énergie est un secteur important dans la production des gaz à effet de serre et la transition énergétique avec moins de consommation, une plus grande efficience et l'utilisation d'énergies renouvelables devrait permettre une réduction importante de la production de gaz à effet de serre venant de ce secteur. D'autre part, nous pensons que les acteurs de la société civile et les collectivités sont les mieux à même d'avancer dans le but poursuivi, car il faut avoir l'accord de la grande partie de la population pour mettre en œuvre les mesures nécessaires. Différentes initiatives nous ont confirmé dans cet avis. Je veux parler ici de la Convention citoyenne pour le climat en France, de l'étude L'urgence climatique au-delà des mots réalisée par le canton de Genève et le Grand Genève, du plan climat du canton de Fribourg, et de nombreuses villes qui ont déclaré l'urgence climatique. Je me réjouis du débat que nous allons avoir et je vais maintenant vous présenter nos trois intervenants. Madame Monica Serlavos, qui est la coprésidente de l'association organisatrice, qui est docteur en sciences de l'environnement et chargé de cours à l'Université de Lausanne. Monsieur Hervé Fauvin, qui est chef de projet environnement au Grand Genève. Et monsieur Philippe Beauvais, qui est journaliste et président de Négawatt Suisse. Bonjour. Bonjour. Je vous signale que la séance sera enregistrée, ce qui permettra à des gens qui n'ont pas assisté de le voir. On vous demande de poser vos questions dans le chat et puis ensuite Karine Roch interviendra pour poser les questions qui lui semblent intéressantes. On va d'abord poser une première question aux trois intervenants qui auront 5 minutes pour répondre et puis ensuite nous ouvrirons le débat avec le public. Alors la première question est la suivante. En quoi l'urgence climatique permet-elle aux acteurs de la société civile et aux collectivités d'agir en faveur de la transition énergétique? Je passe d'abord la parole à Hervé Fauvin. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jean-Marc. Donc ravi d'être avec vous aujourd'hui autour de cet atelier sur l'urgence climatique et la mobilisation citoyenne. Moi, je voulais simplement relever un certain nombre de choses pour répondre à la question que Jean-Marc a posée. Tout d'abord, dire que l'urgence climatique, elle ne nous apprend rien sur la gravité de la situation. Malheureusement, le constat, il est connu depuis des dizaines d'années et le temps qui passe, quelque part, nous conforte les certitudes scientifiques que le problème est grave, qu'il est important de le résoudre. Il y a 30 ans, le protocole de Kyoto fixait les choses, la communauté internationale du reste faisait un lien assez clair, assez évident, étroit entre la problématique climatique d'une part et l'épuisement des ressources d'autre part. Et puis, depuis ces 30 ans, finalement, les rapports scientifiques se sont accumulés confirmant ce problème-là. On peut même remonter un peu plus loin dans le temps. Je vous invite à faire l'expérience d'aller sur le net et retrouver des archives de la télévision française au moment des chocs pétroliers de début des années 70, qui finalement posaient des problèmes de manière très claire, posaient également les solutions pour répondre à ces problèmes de manière tout aussi claire. Et force est de constater que les solutions, on ne les a pas mises en œuvre. Alors peut-être qu'il y a un élément d'explication à ça, c'est qu'à mesure qu'on nous alertait sur la nature des problèmes, on est obligé de constater que globalement, notre qualité de vie, notre niveau de vie s'est amélioré. Donc, difficile dans ces conditions de se sentir concerné par un problème quand, en parallèle, on fait l'expérience sensible d'une qualité de vie qui s'améliore. Donc, l'urgence climatique, elle ne nous apprend rien sur la gravité de la situation. Et puis, le fait de déclarer l'urgence climatique ne va pas non plus régler le problème. Pour autant, ce n'est pas un acte anodin. Et si on essaye de repérer les éléments positifs dans cet acte, peut-être parmi ces éléments positifs, il y a le fait que déclarer l'urgence climatique, c'est reconnaître un certain nombre de choses. Donc moi, je vais simplement revenir sur 3 éléments de reconnaissance qui me semblent importants. Tout d'abord,
Déclarer l'urgence, c'est de reconnaître l'échec de la politique des petits pas, ce que certains appellent l'échec du gradualisme. Le gradualisme ou les arguments gradualistes, c'est de dire on a un problème, il faut le traiter, mais pour enclencher le changement, il faut y aller en douceur, il faut susciter l'adhésion en douceur, donner envie, surtout ne pas faire peur au risque de générer du déni, de la paralysie, peut-être même du désespoir. En face de ça, l'autre argument qui est opposé au gradualisme, c'est l'argument urgentiste qui dit au contraire, la peur peut être un moteur de mobilisation extrêmement puissant à condition d'entrer en mode urgence. Et ça suppose de réviser un certain nombre de nos réflexes et de nos manières de considérer les choses. Ça, c'est le premier élément de reconnaissance qu'on peut attribuer à la déclaration d'urgence, l'échec du gradualisme. Le deuxième niveau de reconnaissance, c'est qu'en déclarant l'urgence, on reconnaît nos propres paradoxes entre ce qu'on sait nécessaire, mais ce à quoi nous ne sommes pas prêts de renoncer. Dit autrement, déclarer l'urgence, c'est accepter de se faire bousculer. Alors, se faire bousculer, c'est par les citoyens quand on est élu, c'est par les jeunes quand on est partie prenante du système politique, administratif ou économique en place. C'est aussi peut-être se faire bousculer par ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents quand on est un jeune qui marche pour le climat avec sincérité, mais qui prendrait quand même bien l'avion pour partir en week-end et faire la fête avec les potes. Donc, on est tous pétris de paradoxes et déclarer l'urgence, c'est une manière de le reconnaître, c'est une manière d'admettre qu'on a des choses à régler individuellement et collectivement. Alors finalement, derrière ça, la question qui se pose, ce n'est pas de ressasser sans arrêt, de savoir qui est à l'origine du problème, mais plutôt de savoir si on veut faire partie de la solution. Je pourrais revenir tout à l'heure sur un tas d'anecdotes par rapport à ces paradoxes, des expériences qu'on a tous vécues. Et puis pour finir, avant de céder la parole, le troisième niveau de reconnaissance, c'est qu'à travers la déclaration d'urgence, en termes de processus, on reconnaît la mobilisation citoyenne, en particulier la mobilisation des jeunes. Si on regarde les choses par rapport aux annonces du GIEC en 2018, on a tous lu, je pense, le rapport de fin d'année 2018 qui recommande de s'aligner sur une trajectoire du 1,5 degré d'augmentation par rapport à l'ère pré-industrielle. Dans le même temps, le mouvement Extinction Rébellion a été créé avec pour principal mot d'ordre l'urgence écologique et climatique et puis un objectif de neutralité carbone en 2030. En 2019, ensuite, on a tous assisté, sans doute même participé à des marches pour le climat et Oxford Dictionaries ont identifié l'urgence climatique comme le mot de l'année. Et puis, dans le même temps, donc, les collectivités, un certain nombre de villes, de régions, d'agglomérations, d'États, pour certains, ont déclaré l'urgence climatique. Voilà, juste pour terminer, je voulais signaler, et je pourrais mettre la référence dans le chat si ça vous intéresse, une étude que vous avez peut-être, pour certains, certaines, déjà vue, parcourue, qui vient d'être publiée par le Programme des Nations Unies pour le développement, qui est en fait plus qu'une étude, c'est le résultat d'un vaste sondage qui a été fait auprès de 1,5 million de personnes, donc c'est énorme en termes de réponses. C'est le plus gros sondage qui ait jamais été produit sur la question de l'urgence climatique. Et dans ce sondage, on découvre que les 2/3 de la population aujourd'hui considèrent à présent le changement climatique comme une urgence. Et 60% de la population des personnes sondées considèrent par conséquent qu'il faut agir de manière urgente et tout faire pour contrer les changements climatiques. 20% estiment qu'il faut y aller, mais il faut y aller plutôt en douceur. 10% pensent qu'il faut y aller, qu'on en fait déjà assez, et 11% estiment qu'il faut juste rien faire. Je cite cet exemple-là parce que cette enquête, elle a été faite en 2020, donc pile poil dans le contexte de la crise sanitaire. Et finalement, on voit que cette crise sanitaire, dont on fait tous aussi l'expérience, n'a pas détourné la population de la compréhension des enjeux majeurs qui se posent. Donc, je prends ça, moi, plutôt comme un élément d'encouragement pour enfoncer le clou, mais tout reste à faire. Il s'appelait « Comment peut-on inclure les citoyens dans la transition énergétique pour qu'ils soient moteurs du changement ?»
OK, après, si jamais on pourra revenir peut-être sur des éléments qui ont été Voilà, comme dits. ça que le public ait l'occasion de participer un peu. Donc Oui. je te donne la parole Monica. Oui, tout à fait. Merci Jean-Marc. Donc merci à tous d'être là aussi. Merci Hervé aussi pour la voilà le cadre que tu as posé, au début. En tout cas, moi je dirais qu'il y a clairement, différentes pistes qui existent pour favoriser justement l'engagement citoyen dans la transition énergétique, dans le cadre donc de cette urgence climatique. Moi, concrètement, je vais me focaliser sur une piste, qui est une parmi d'autres, hein, qui est celle de favoriser l'émergence et le développement des initiatives d'énergie citoyenne en France, en Suisse, ailleurs. Donc là, ici, évidemment, je parle en tant que présidente de l'association suisse pour l'énergie citoyenne, mais je répète, c'est une proposition parmi d'autres, mais je vais vous développer un petit peu celle-ci. Donc, justement, c'est un des objectifs que nous nous sommes donnés au sein de l'ASEC, de favoriser l'émergence et le développement de ce type d'initiative dans les territoires, notamment en Suisse, où on est basé. Et peut-être juste pour commencer de manière très, très brève, vous dire qu'est-ce que l'énergie citoyenne pour nous, pour l'ASEC. Et nous, on entend que c'est un ensemble d'initiatives collectives, et là, c'est cet intérêt du collectif qui est très important, qui se présentent donc sous différentes formes juridiques. Donc, c'est surtout, vous le savez, des coopératives, mais il y a aussi d'autres formes. Il y a des associations, il y a des communes qui mettent en place des projets qui permettent la participation des citoyens. Des entreprises, peut-être, on en observe moins, mais peut-être que c'est aussi une forme à développer dans ce sens-là, et qui justement permettent aux citoyens de participer à la transition énergétique par différents biais, que ce soit par la participation purement financière ou alors par la participation à la gouvernance, à la prise de décision, etc. Donc, par exemple, quelle énergie on veut produire, où est-ce qu'on voudrait idéalement mettre l'installation et pourquoi faire. Donc, selon notre définition, en fait, nous avons défini une liste de critères nous permettant de distinguer ce type d'initiatives qui sont dans notre charte. Et pour vous donner un exemple ou des exemples, donc ce sont des initiatives qui ont un ancrage local, qui fonctionnent de manière participative ou avec une gouvernance plutôt démocratique, qui prônent donc la protection à l'environnement, qui ont par exemple des finalités non spéculatives, ce qui est assez intéressant, et qui aussi s'inscrivent dans une logique de mutualisation avec d'autres structures qui existent et avec d'autres acteurs. Et donc, pour revenir un petit peu à la question de Jean-Marc sur quelle stratégie permettrait de développer davantage l'engagement citoyen et dans ma réponse, ce type d'initiative, je dirais qu'il y a surtout deux stratégies. Et ces deux stratégies qu'on observe, des résultats de recherches qui sont achevés, des recherches en cours, mais aussi de nos expériences au sein de l'ASEC en Suisse, en contact avec les acteurs du territoire. Et donc, il y a deux stratégies principales, à mon sens. D'une part, c'est d'améliorer les conditions cadres juridiques et économiques. Donc là, évidemment, on parle un niveau politique un peu plus macro. Et là, soit ça part par une volonté politique, ou alors par une demande démocratique, par les canaux plus classiques, on va dire, ou pas forcément. Donc, exemple, par exemple, de cette stratégie, de cette amélioration des conditions cadres, il pourrait y avoir l'internalisation des coûts environnementaux et d'autres stratégies, d'autres énergies qui sont non renouvelables. Par exemple, le charbon, le pétrole, de sorte à éliminer toute distorsion dans le marché. Il pourrait y avoir le fait de détaxer le transport de l'électricité autoconsommée, qui est, on observe, un gros frein en fait pour les coopératives. Il pourrait y avoir, par exemple, un prix garanti de rachat constant qui n'existe pas en Suisse aujourd'hui. Il y a eu des tentatives avec la rétribution à prix coûtant, mais aujourd'hui, il n'y a pas forcément un prix qui garantit la survie, la pérennisation de ces structures. Il pourrait y avoir le fait de faciliter l'accès au toit, qui est souvent aussi un problème pour ce type de structure. Peut-être aider à la professionnalisation
de ces initiatives, même si ça, c'est un débat et ça ne fait pas unanimité, mais peut-être une partie de professionnalisation permettrait à ces structures aussi de se pérenniser et de mobiliser davantage des citoyens, parce qu'aujourd'hui, c'est basé fondamentalement sur le bénévolat, et vous venez de le voir que le bénévolat a ses limites au niveau technique aussi et autres. Donc voilà, peut-être que ça pourrait être une partie, une piste. Un autre exemple, ça pourrait être des déductions fiscales à la participation à un projet collectif d'énergie renouvelable, par exemple. Donc là, c'est quelque chose aussi qui émerge, dont on commence à parler, mais qui ne se concrétise pas. Ou encore le rachat des réseaux par des acteurs publics ou collectifs. Donc, il y a des exemples de ce type qui existent en Allemagne et dans certaines régions en Suisse, il y a des discussions à ce propos, je pense notamment au Jura. Donc ça, c'était une piste pour moi, la question d'améliorer les conditions cadres juridiques et économiques. Et la deuxième piste, pour moi, ça serait l'augmentation de la visibilité de ce type de structure auprès des citoyens, donc d'autres citoyens qui aimeraient peut-être s'engager dans ce type d'initiative, mais aussi auprès des décideurs politiques et d'autres acteurs énergétiques classiques, on va dire. Et là, dans ce sens, je dirais que le travail que les réseaux comme Énergie Partagée, Enercop et autres, donc au niveau français, au niveau européen et autres, qui font dans leur territoire, est un travail excellent en termes de vulgarisation, de pédagogie, de faire connaître ces structures et de montrer comment on peut produire de l'énergie autrement et comment le citoyen peut jouer un rôle actif dans la transition énergétique et donc par extension écologique. Et je pense aussi qu'une autre manière peut-être d'augmenter la visibilité, c'est justement d'inclure l'énergie citoyenne, dans le cas que je vous explique, même si, je répète, ce n'est pas le seul outil, dans le débat public à travers donc la participation dans des médias de toutes sortes pour favoriser aussi l'adhésion de nouveaux membres et augmenter le nombre d'initiatives et avoir un public aussi plus diversifié parce qu'on observe qu'aujourd'hui, ça reste une initiative assez de niche dans certains endroits. Donc justement, et peut-être je vais en finir là, je vais passer la parole aux autres. Je dirais que nous, en tout cas, l'objectif de créer cette association suisse pour l'énergie citoyenne en Suisse a été précisément d'essayer de mettre ces deux stratégies en avant. Donc essayer par la discussion avec les acteurs dominants, on va dire, les acteurs énergétiques, mais aussi politiques, essayer de porter cette question de l'énergie citoyenne, cette question de l'engagement citoyen au sein de la transition sur la table, mais aussi de donner la visibilité, entre autres en organisant par exemple des tables rondes ou des événements dans lesquels on permet de discuter davantage de ces questions. Donc voilà, mais c'est une piste qui peut répondre en partie à la question de Jean-Marc, mais il y en a évidemment d'autres. Merci Monica. Nous revenons avec Philippe, qui a été interrompu par notre problème technique. Philippe qui est arrivé plus tard, donc on a pris directement déjà la deuxième question, vu la perte de temps que nous avons eue. Comment peut-on inclure les citoyens dans la transition énergétique pour qu'ils soient moteurs du changement? Donc, tu peux faire ton intervention en fait sur les deux questions, et puis ensuite je passerai la parole à Hervé, et puis après on ouvrira la parole à tout le monde. Alors, je Jusqu'à vais la fin. essayer. Voilà, à toi Philippe. Oui, donc rebonjour. Je vais essayer de faire le lien avec ce que je disais précédemment suite à la toute première intervention d'Hervé. Je disais, si je me rappelle bien, qu'on parlait d'urgence climatique, mais je ne sentais pas au niveau des cantons, des collectivités, l'urgence décisionnaire, pardon, l'urgence de la prise de parole. C'est-à-dire qu'on a une urgence climatique, mais on continue à pouvoir toujours rouler en ville avec des 4x4 surdimensionnés et je ne vois aucun discours de prise de décision forte et d'explication que ce genre d'outils ne fonctionne pas dans notre contexte actuel de réchauffement climatique. On sait depuis longtemps, et là vous aviez raison Hervé, il y a nombre de choses qu'on sait depuis les années 70. On a au sol, on a par terre une boîte à outils qui est ouverte, qui est riche de multiples outils techniques, de multiples études depuis les années 70. Il suffit de se baisser pour prendre cette boîte à outils et d'utiliser
ce qu'elle nous offre, et je ne sens pas l'urgence de se baisser, de se mettre à genoux et d'expliquer aux gens, au niveau de multiples collectivités, ce qui doit être fait rapidement, donc dans le domaine des transports, dans le domaine des bâtiments, dans le domaine de l'alimentation, etc., etc. Et les exemples doivent autant être bottom-up, où les décisions elles doivent venir de la population. Il y a une part de la population qui est motivée, qui comprend les thèmes et qui les met en avant. C'est le cas de tout ce que l'on va dire par la suite sur l'énergie citoyenne. Mais je ne vois pas, je sens mal le côté top-down. Les exemples, les bons exemples ne viennent pratiquement pas d'en haut. Je rappellerai que à la fin des années 70, la fin des années 70, un président américain, Jimmy Carter, avait mis des panneaux solaires sur le toit de la Maison Blanche. Il y avait tout un contexte énergétique que vous pouvez retrouver sur le net qui est lié à l'époque, mais l'exemplarité, il l'avait comprise, et son successeur, Ronald Reagan, l'avait très bien comprise aussi, cette exemplarité. Donc, une des premières choses qu'il a fait faire, c'est de démonter ces panneaux solaires thermiques qui étaient pour lui une aberration, alors qu'on savait qu'il était soutenu par le lobby des énergies fossiles. Donc voilà, je ne vois pas. Alors, si on peut prendre aussi des exemples qui sont peut-être plus simples, qui viennent de France, un des pays les plus centralisés qui existent en Europe. Je ne vois pas le président Macron abandonner ces belles limousines noires pour venir à un véhicule électrique de plus petite taille, remettre en cause tout ou partie et expliquer ses choix, remettre en cause tout ou partie de ses transports en hélicoptère, en avion privé, etc., réduire son propre train de vie et son train de vie de l'État. Et je peux prendre le même exemple en Suisse. Tant que ces exemples-là ne sont pas expliqués, communiqués, non, une grande partie de la population n'arrivera pas à être elle-même motivée. Et donc, bien sûr, l'énergie citoyenne est un moteur pour nombre de régions. Qui connaît mieux son territoire que les propres habitants et que les propres élus décideurs d'une région? On le voit alors dans un autre exemple qui vient de France, un très bon exemple, c'est le développement d'Enercop, cette coopérative de production d'électricité en France qui s'est créée dans les années 2005, si j'ai bonne mémoire, qui a maintenant des antennes régionales. Donc les petits producteurs d'énergie ou d'électricité régionaux ont leur chance par rapport à Enercop, ont leur chance au niveau régional. Monica, vous avez pris dans le cadre de la Suisse l'exemple du Jura pour l'éolien, par exemple. Si la population jurassienne comprend bien les thématiques, se mobilise pour l'éolien, il ne s'agit pas non plus d'en mettre trop, mais là, il y a véritablement un facteur de développement pour l'éolien dans le Jura ou d'autres régions en Suisse. Mais il faut expliquer, faire comprendre les thématiques du haut vers le bas, du bas vers le haut, et arriver ensemble. C'est quelque chose qu'on doit faire ensemble, rapidement. Il ne faut pas non plus trop tergiverser. Il faut écouter tout le monde, on est bien d'accord, mais au bout d'un moment, il faut prendre des décisions. Il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de greenwashing, il y a énormément de lobbies qui sont très bien organisés, qui sont très bien implantés et qui ont qu'une envie, c'est qu'on ne touche pas à la boîte à outils qu'on a au sol. Voilà. Merci Philippe. Je vais donner la parole à Hervé j'espère qu'il nous explique un peu ce qui se passe au niveau de Genève et du Grand Genève. Donc, pour le public, le Grand Genève, si j'ai compris, c'est aussi la partie française proche du canton de Genève. Voilà. À vous, Hervé. Oui, merci Jean-Marc. Alors, effectivement, peut-être que je peux resituer en deux mots ce que c'est que le Grand Genève. Le Grand Genève, c'est une agglomération, c'est un bassin de vie, disons, qui est à cheval sur deux pays, donc marqué par une frontière. Et au-delà de la frontière, c'est surtout deux systèmes normatifs, fiscaux, réglementaires, organisationnels qui cohabitent. Donc, il y a une réalité de bassin de vie transfrontalière, franco-valdo-genevoise, une partie du canton de Vaud, l'intégralité du canton de Genève, et puis environ une centaine, 120 communes françaises organisées dans un pôle métropolitain.
Et c'est ce territoire qui considère qu'il y a une réalité qui est celle du bassin de vie, il y a aussi une réalité qui sont celles des ressources que nous partageons, les ressources vitales, hein, l'eau, l'air, le sol, le sous-sol, peut-être aussi les ressources énergétiques à travers le bois, à travers la géothermie, etc. Et puis qui essaye de prendre en main un peu son destin. Il semble que les choses ne sont pas évidentes, pour être tout à fait franc, et ce que disait Philippe, c'est tout à fait juste. Hein. On est face à nos contradictions aussi, hein, quand on dit oui, on déclare l'urgence, mais par quoi on commence, et puis quel signal on envoie, est-ce qu'on est exemplaire, ça c'est des choses qui sont pas évidentes. Pour autant, je pense que les choses se mettent en place, et comme je disais tout à l'heure, finalement, le fait de déclarer l'urgence climatique, c'est un acte politique qu'il faut prendre au sérieux. C'est-à-dire que ça permet à ceux qui sont porteurs de solutions, et je trouve très intéressante celle que Monica a exprimée tout à l'heure, ça permet à ces porteurs de solutions de les livrer aux acteurs politiques en les prenant au mot sur le fait qu'il y a eu cette déclaration d'urgence et en disant, voilà, ma contribution pourrait être celle-là. Alors, quelque part, il faut aussi être honnête avec soi-même. Hein. Il y a une vraie contradiction entre urgence et gravité, celle à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Et puis ça pose la question du rythme à adopter, ce que Philippe évoquait également, entre la nécessité d'aller vite, parce qu'à un moment donné, il faut y aller. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment le temps et le choix du rythme, il faut aller vite. Mais il y a aussi le temps qui n'est pas forcément le temps rapide, qui est celui qui est nécessaire pour associer tout le monde. D'un côté, on ne peut plus attendre, on n'a plus de marge de manœuvre, ou du moins les marges de manœuvre se réduisent, et plus on attend, plus la facture environnementale, sociale, économique sera lourde. Et de l'autre, même si quelque part on peut le regretter, il faut éviter le caractère brutal et repoussoir d'une transition trop rapide. C'est-à-dire que, voilà, je l'ai évoqué tout à l'heure, les politiques gradualistes ont montré leurs limites. On ne peut pas continuer sur ce rythme, même si dans le même temps, il convient de donner de la légitimité et du temps à chacun pour pouvoir s'acculturer aux enjeux et s'associer au processus de changement. Donc pour moi, il n'y a pas une solution, mais une pluralité de solutions avec différents niveaux d'intensité citoyenne. Il y a un temps ou une solution qui pourrait consister à améliorer le processus de décision, et puis un autre temps qui est plutôt d'améliorer le processus d'action. Sur le processus de participation, moi j'en vois un qui me paraît avoir porté ses fruits dans d'autres cadres, c'est la mise en place, c'est réinterroger la gouvernance. Ne pas finalement se contenter d'une gouvernance qui est dans les mains de la sphère politique, dans les mains également de la sphère économique, mais inviter davantage la société civile et les acteurs citoyens prendre part à cette gouvernance. Alors, ça peut prendre différentes formes, hein. Ça peut être sous la forme de forums ou de conseils citoyens. Ça existe, la Convention citoyenne. Tout à l'heure que Grenoble venait de lancer une démarche de cette nature-là, mettre en place une convention citoyenne pour le climat. Ça peut aller des fois un peu plus loin, ça peut prendre la forme d'un conseil d'urgence qui est à la charnière entre un conseil politique, un conseil scientifique et un conseil citoyen, et qui aurait pour mission quelque part de fournir à la fois une base objective d'analyse et un cadre indépendant d'évaluation, c'est-à-dire d'être à la fois le métronome qui surveille le rythme d'action et la boussole qui vérifie le cap. On l'a fait pour la crise sanitaire. Il y a un conseil d'urgence, c'est lui qui bat la mesure et tout le monde s'aligne derrière. Pourquoi ? Sur les questions climatiques, de transition énergétique, on ne pourrait pas réfléchir à des choses équivalentes. Et puis le deuxième point, au-delà de réinterroger le processus participatif dans la gouvernance, c'est aussi créer les conditions cadres pour accompagner les citoyens à devenir opérateurs énergétiques. Pour moi, opérateur énergétique, c'est deux choses. C'est les opérateurs ordinaires, ceux à qui on ne va pas demander de faire plus, mais au contraire, on va demander de faire moins, c'est-à-dire de faire un pas vers la sobriété dans son rapport à la maison, la manière dont elle est conçue, la manière dont on l'habite, dont on se chauffe, etc. Voilà, donc il y a un travail qui est conséquent à faire sur ce niveau-là, et c'est ordinaire, qui doit nous toucher tous.
Et puis, il y a aussi un processus plus militant. Être opérateur de l'énergie, ça peut être aussi être un opérateur militant à qui on ne va pas demander de faire moins, mais on va demander de faire plus. Et c'est notamment l'action qui peut se développer en matière de développement, enfin de promotion des énergies renouvelables. J'ai vu dans les noms des personnes avec nous, on a notamment une personne que je connais bien, Yves Diolsin, qui est un ordinaire quelque part, qui consacre du temps à faire émerger des projets citoyens. Peut-être que Yves nous en donnera aussi quelques illustrations, mais c'est une mobilisation de tous les instants et c'est extrêmement conséquent. Alors, il ne faut pas supprimer le bénéfice de cette mobilisation citoyenne, mais il faut quand même reconnaître, et Monica l'a indiqué tout à l'heure, que toutes les conditions sont réunies pour faciliter ces initiatives citoyennes. Il faut être un petit peu barjot aujourd'hui pour s'aventurer dans des projets d'énergie renouvelable citoyenne. Voilà, il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis. Puis je pense qu'il faut, au départ, ne pas avoir totalement conscience de ce que ça suppose, sans quoi, aujourd'hui, dans les conditions actuelles, peu de gens s'engageraient. Mais quand il ne s'agit pas de trouver des toits pour poser des panneaux photovoltaïques, c'est beaucoup plus que ça. Et encore une fois, il y a des gens plus qualifiés que moi ici pour en discuter. Je voulais juste terminer sur un dernier point, c'est faire référence à quelqu'un qu'on connaît tous. Alors, je ne sais pas s'il se préoccupait beaucoup de transition écologique et énergétique à l'époque, c'est Archimède. Archimède, il y a 2300 ans, hein, qui disait donnez-moi un appui et un levier et je soulèverai le monde. Et ben, je pense que ça reste tout à fait valable. Aujourd'hui, soulever le monde, dans notre équation à nous, c'est réussir la transition écologique. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut réussir. Mais après, on a aussi les autres paramètres de l'équation. L'appui, on l'a. C'est nos connaissances et les certitudes scientifiques. Ça, c'est un socle, un bloc qui est robuste, qui est solide, qui est objectif. Ceux qui en doutent, ils ne se font plus élire aux États-Unis. Donc, on a cet appui, il est solide. Et puis, on a le levier aujourd'hui, et je pense que c'est la déclaration d'urgence climatique qui constitue ce levier. Maintenant, il faut appuyer dessus. Et la question qui reste, c'est qui va soulever le monde? Qui est-ce qu'on met derrière le jeu? Pour moi, c'est un jeu individuel, un jeu citoyen. C'est le colibri, cher à Pierre Rabhi, celui qui fait sa part du job, même s'il estime que son effort est insignifiant, mais il le fait. Et puis, c'est un jeu collectif. Et là, c'est plus compliqué. C'est le contrat social, cher à Rousseau, par exemple. C'est le projet de société qu'il faut construire. Mais pour moi, Archimède, il avait raison. Et aujourd'hui, on a l'appui, on a le levier avec l'urgence climatique. Il faut prendre ceux qui ont déclaré l'urgence climatique au mot, apporter les solutions, les challenger. Je le dis, c'est mon boulot aussi, moi, d'entendre un peu ce qui arrive. Et il faut se faire challenger par les citoyens qui n'ont pas que des bonnes idées, mais qui en ont un certain nombre à mettre à disposition. Bon, merci Hervé. Il nous reste un quart d'heure jusqu'à la fin de notre débat. Pour l'instant, je ne vois pas de questions dans le chat. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le document du Grand Genève, c'est qu'ils ont pris comme exemple d'une possibilité de régler l'urgence la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis. Et ils ont montré que face à la Deuxième Guerre mondiale au niveau sud, aux États-Unis, ils ont pris des mesures qu'on aimerait prendre pour l'urgence climatique. Alors moi, je lance le débat. Est-ce qu'il faut prendre des mesures relativement radicales pour rejoindre un peu ce que disait Philippe? On ne voit pas grand-chose venir d'en haut. Alors, je ne sais pas si un des deux, si Philippe ou Monica veulent réagir. Oui, je veux bien réagir. Il faut prendre le terme radical m'apparaît comme étant trop radical. Il faut prendre des mesures qui ont des effets rapides. Il faut savoir les analyser, ces mesures. Il faut avant tout savoir les expliquer. Ça, c'est quelque chose de très important. Quelque chose qui était assez bien en théorie, qui a été mis en place en France, c'était la Convention citoyenne notamment. Mais les mesures phares qui en sont sorties n'ont pas été appliquées par le gouvernement de M. Macron, et notamment une qui ne coûte rien, mais qui est applicable tout de suite, la limitation de vitesse sur les autoroutes, par exemple. Donc, dans la gradualisation, par exemple, la limitation de vitesse sur les autoroutes est quelque chose qui m'apparaît être comme un bon exemple. Et
dans un travail d'explication, et on considère, nous, chez Négawatt Suisse, et aussi nos collègues français de Négawatt considèrent la même chose, il y a tout un travail pédagogique à faire sur l'énergie. C'est à la fois quelque chose de complexe, mais aussi quelque chose d'assez simple. Il y a énormément de bon sens dans les questions énergétiques. Donc, avec ce travail d'explication, on prend pendant un certain temps, on prend par exemple un panel de citoyens genevois, on pourrait prendre un panel de citoyens bâlois, expliquer les problématiques dans lesquelles on est, rappeler que l'énergie, ça concerne les bâtiments, les transports, l'industrie, l'agriculture, et amener ce groupe vers des décisions à prendre, mais on les prend. Si le panel de citoyens dit sur Bâle comme sur Genève, qui sont deux grosses villes frontalières, qu'il faut mettre en place rapidement un péage urbain pour diminuer le trafic automobile, on le fait véritablement. Si on dit qu'il faut progressivement réduire le trafic de l'aéroport de Genève, de l'aéroport de Bâle, ce que de toute façon on devrait faire, on le fait véritablement. On ne freine pas. Parce qu'au bout d'un moment, on prend le temps d'expliquer, mais on prend le temps d'agir, et on doit agir rapidement. Les grands-parents pour le climat sont exactement en faveur de ce point-là. Agir, mais il faut le faire de façon claire, pas avec des demi-mesures. Ouais, peut-être juste pour compléter, bah, je dirais que c'est aussi, enfin, on a parlé du top-down, on a parlé du bottom-up, mais pour moi, il y a aussi cette, voilà, cet espace où les deux niveaux vont se retrouver et comment on va imbriquer et rendre cohérentes en fait les actions qui se passent aux deux niveaux. Et pour le cas concret, par exemple, hein, de l'engagement citoyen dans la transition énergétique, nous, une question qu'on se pose au sein de la ZEC, c'est de se dire comment les acteurs de l'énergie citoyenne ou comment les réseaux qui fédèrent ces acteurs, ces mouvements, sont ou peuvent être pris en compte par les institutions publiques, par les acteurs énergétiques dominants, en tant que, je dirais, presque acteurs incontournables dans l'implémentation de leur plan climat, de cette question de l'urgence climatique. Parce qu'au final, c'est un peu ce que j'aurais aimé exprimer lors de la première question, mais au final, on a l'impression, on se rend compte que cette déclaration d'urgence climatique offre au final un cadre propice peut-être à l'implication de nouveaux acteurs dans la stratégie d'un territoire, ne serait que par la formulation, en fait, urgence climatique. Peut-être que ça réveille une certaine conscience chez un certain nombre de citoyens qui n'étaient peut-être pas suffisamment conscients de ce qui nous arrive, de ce qui nous attend et des enjeux auxquels on va faire face. Enfin, Hervé, vous citez avant les chercheurs qui expriment et qui montrent les indicateurs dans ce sens-là. Et donc voilà, par la formulation, mais aussi par le fait que ce sont les institutions qui déclarent cette urgence climatique. Et donc, il y a a priori une certaine légitimité de leur part. Et donc, je pense que ça peut être assez fédérateur. Et je dirais que là, c'est aussi la responsabilité de ces institutions de trouver la manière d'inclure dans leur stratégie les citoyens, les collectifs, que ce soit énergie citoyenne ou autre. Hein, mais cette imbrication des deux niveaux et cette coordination me semble fondamentale en tout cas. Je vois qu'il y a quelques questions. Je passais la parole à Karine pour qu'elle en pose quelques-unes. Merci Jean-Marc. Alors, il y en a quelques-unes. Déjà, bon, peut-être commencer. Il y a une question assez pratique qui est adressée par Yves Dulcin sur la façon qui contacter à Genève si on a un projet d'installation de photovoltaïque sur un toit, en l'occurrence d'une entreprise. Est-ce que quelqu'un peut répondre Est-ce que Yves veut répondre? Hervé veut répondre? Oui, et Yves ne sera pas satisfait de la réponse puisque c'est un point dont on a déjà un peu discuté avec Yves dans d'autres sphères. Aujourd'hui, il y a des actions citoyennes à Genève. Hein. Il y a notamment la coopérative Enerco qui existe et à mon avis qui est aujourd'hui, mais Monica, peut-être vous pourrez
réorienter, mais qui me semble être la coopérative qui connaît le mieux les possibilités, mais aussi tout le parcours du combattant que ça représente à Genève. Après, je pense qu'aujourd'hui, l'association que préside ou co-préside Monica est aussi en capacité de donner des informations plus sur le registre un peu roman, les dispositions qui existent. Mais il n'y a pas aujourd'hui, à ma connaissance, à Genève, et donc ça ne répond que partiellement à Yves sur cette question, de fédération des coopératives ou de fêtières des coopératives qui auraient une approche un peu plus générique. Pour moi, c'est par la SEC que les choses peuvent aussi se définir. Monica, je ne sais pas si vous partagez. Oui, oui, je partage tout à fait, effectivement. Donc, ce qu'on observe à Genève, en fait, c'est qu'il n'y a pas énormément de coopératives d'énergie citoyenne ou de ce type. Et une des explications, c'est parce qu'en fait, les services industriels de Genève font un très bon boulot de manière générale. Et donc, peut-être, ça peut en fait décourager l'émergence de collectives plus à titre privé. Mais c'est vrai que oui, Enerco, ce serait un très bon interlocuteur sans doute. Et puis, au sein de la ZEC, on pourrait aussi peut-être vous mettre en contact avec d'autres personnes. Donc, ça peut être effectivement une piste. Karine? Oui. Est-ce que je prends une question? Il y a aussi une question plus sur l'accompagnement d'Alexandra Vidal sur comment accompagner les changements de comportement donc, auprès de l'ensemble de la population. On parle de nouveau de sensibilisation et d'information et travailler sur l'acceptabilité des mesures. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour ce point? Oui, j'ai vu le mail la question de Marie-France, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut que l'exemplarité vienne aussi d'en haut. Donc alors on est dans le domaine automobile, mais il faut que l'exemplarité soit respectée aussi par tous dans le contexte français. Pour avoir moi-même longtemps vécu en France, on connaît tous les petites anecdotes de tel ou tel haut fonctionnaire qui prend telle mesure et qui est le premier à ne pas les respecter. Donc c'est quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'il y ait une exemplarité aussi. Je disais tout à l'heure que l'énergie, c'est le bâti, le transport, l'alimentation. Il faut aussi qu'un bâti comme le palais de l'Élysée se couvre en partie de panneaux solaires. Il faut que la cour du palais de l'Élysée ne soit plus le parking où on voit les plus belles limousines du moment. Il faut qu'il y ait toute cette exemplarité véritablement qui se montre et qui se mette en place pour que les citoyens puissent accrocher à la thématique. Et puis la question était aussi de Marie-France, est-ce que nous avons le temps? Il faut qu'on prenne le temps. On sait qu'on a encore quelques décennies, mais qu'il ne faut pas non plus les perdre. Il faut prendre cette décennie véritablement pour réduire la voilure et mettre en place des politiques de sobriété couplées à l'efficacité. Et on sait que dans le cadre français, Négawatt France a fait plusieurs études là-dessus. Dans le cadre suisse, Négawatt Suisse termine aussi un scénario là-dessus. On sait que la sobriété, donc nos comportements, couplés à l'efficacité, la technique, permettent de pratiquement diminuer toutes nos consommations énergétiques, de les diminuer par 2. Et l'énergie, c'est l'électricité, la chaleur et les carburants, donc c'est très important. Voilà, moi je voulais juste aussi intervenir comme grand-parent pour le climat. Donc nous, on se préoccupe effectivement de ces plans climat. Ce qu'on peut dire, on participe à différents plans, puis souvent, quand on se réunit, une commune dit « je vais faire un plan climat », on a le cas de la ville de Dlémont, ils font des ateliers participatifs et là, il n'y a que les convaincus. Ils appellent la population et il n'y a vraiment que les convaincus. Et puis nous, ce qu'on essaye, parce qu'au Jura, on doit faire un plan climat, on leur a dit, mais faites peut-être un tirage au sort ou faites comme la Convention citoyenne, c'est-à-dire il faut que ces plans qui décrètent l'urgence climatique soient faits aussi qu'on discute avec des gens qui sont pas forcément convaincus, des propriétaires de 4x4, des gens qui sont encore pour le chauffage au mazout, des gens, donc c'est un peu la difficulté. Souvent, les convaincus, ils sont déjà dedans. Donc, nous, on axe beaucoup sur l'aspect
de bas en haut pour influencer le haut. Mais ce n'est pas facile. Donc voilà peut-être une piste. Il faut un travail d'explication pendant un certain temps, mais au-delà des explications, au bout d'un moment, il y aura l'obligation. Il y a l'obligation pour le propriétaire immobilier d'enlever le mazout, d'abord d'isoler son bâtiment, de sortir du mazout, etc. etc. Comme je le disais un petit peu tout à l'heure, on peut parler pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, il faut y aller. Voilà. Et on pourrait dire aussi qu'il faut simplement revenir à ce que les manifestants pour le climat ou alors à ce que Greta Thunberg dit tout le temps, il faut simplement appliquer ce que la science nous dit de faire. Karine, encore une question? Alors, Encore quelque chose? je vois plutôt des pistes qui sont proposées, donc des réponses. Oui, les paradoxes, ben, c'est clair qu'on est tous confrontés. Moi, je voulais juste parler aussi d'une expérience personnelle, et puis d'une proposition. C'est comme tu disais, Jean-Marc, bottom-up, c'est aussi tout le renforcement des structures de quartier. Ça me semble hyper important d'agir à ce niveau-là pour mettre les gens en lien et recréer vraiment une identité et une appropriation des thèmes par l'animation des quartiers. Voilà, à Lausanne, il y a toute une politique aussi qui est menée au niveau des quartiers. C'est une piste peut-être. Et puis on peut toucher aussi tous les domaines, y compris de l'énergie. Voilà, est-ce que nos intervenants ont encore un petit mot avant que je conclue? Hervé, Monica? Peut-être juste un élément pour aller vraiment dans le sens de ce qu'indiquait Philippe, hein, c'est qu'il faut donner l'exemple, il faut accélérer le mouvement et l'État, les États ou les collectivités publiques doivent être exemplaires de ce point de vue-là. Elles ont les moyens de faire un certain nombre de choses. Juste au passage, à Genève, si je parle du canton de Genève, pas du Grand Genève, mais le taux de rénovation des bâtiments, c'est 1% aujourd'hui. Donc, le rythme n'y est pas, il faut passer à 4%. C'est simplement pour montrer l'intensité de l'effort tel qu'il faudrait le générer. Mais les choses se structurent à ce niveau-là. Les dispositions commencent à être prises. Mais je dirais que pour un élu, parce que l'élu il est aussi face à des choix qui ne sont pas faciles, s'il perçoit une mobilisation citoyenne forte et représentative, parce que la question qu'il y a derrière, c'est aussi derrière ça, hein, je pense que ça peut que l'inciter et l'encourager à faire davantage. Voilà, donc la transition énergétique, c'est l'affaire clairement de tous. C'est pas de savoir qui de la poule ou de l'œuf était là avant l'autre. Est-ce que c'est les collectivités qui doivent aller avant les citoyens? Franchement, si on se pose cette question, on ne trouvera jamais la réponse. C'est vraiment un mouvement collectif. Dans certains cas, c'est les citoyens qui vont déclencher l'action. Dans d'autres, ce sera peut-être davantage les collectivités, mais ce n'est pas l'un sans l'autre. Donc, les choses se mettent en place. Moi, je suis assez confiant. Est-ce que le rythme sera suffisant? Je suis incapable de le dire, mais en tout cas, il y a une vraie modification des comportements, des attitudes et de la manière de planifier et de prioriser les choses. Ça, je peux en attester. En tout cas, dans l'intention, c'est clair. Monica, tu... Oui, merci. Donc effectivement, je pense que on est tous d'accord, hein, que là, on est dans une phase où il faut agir et Philippe le disait, où nous avons une fenêtre de 10 ans à peu près pour changer de manière radicale. Et là, oui, j'aime bien utiliser ce terme parce que c'est un peu de ça qu'il s'agit, c'est de changer un peu les bases de la société telle qu'elle est construite maintenant, aller vers autre chose. Donc, ce qui est évident, c'est que l'urgence, elle est là, qu'elle soit déclarée ou pas, elle est là et on va être confronté à faire face à des dérèglements climatiques de plus en plus sévères, mais aussi à des mouvements des populations, peut-être à des déséquilibres, des inégalités sociales de plus en plus accentuées. Et on le voit déjà hein, avec la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, qu'il y a d'autres problématiques qui peuvent venir s'ajouter à la crise écologique qui est toujours là. Donc, l'enjeu, il est colossal. Je pense qu'effectivement, il va falloir que
toutes sortes d'acteurs jouent un peu le rôle de l'exemplarité et que chaque type d'acteur, que ce soit les entreprises, les grandes entreprises, il y a une question qui a été posée là-dessus, que ce soit les institutions, les citoyens, les collectifs, les individus, les quartiers, il va falloir que chacun prenne le devant et propose aussi peut-être dans une, je dirais, dans une logique un peu plus proactive, peut-être d'autres manières de faire les choses, parce que c'est clair qu'il va falloir aussi imaginer comment on va de l'avant, comment on peut construire de nouvelles formules qui fonctionnent. Donc, je pense qu'il va falloir faire preuve d'imagination, de créativité, mais aussi de proactivité de la part des différents acteurs. Et j'espère que dans les 10 ans qui viennent, on arrivera à effectivement construire quelque chose. On voit quand même que depuis quelques années, on parle beaucoup plus de toutes ces questions climatiques. C'est quand même dans les médias tout le temps, alors que ça fait beaucoup d'années qu'il y a des chercheurs qui mettent le doigt là-dessus. Et il y a, je pense quand même, on est dans un point d'inflexion, il me semble, au niveau sociétal. Voilà. Merci Monica. Je vais clore cet atelier. J'aimerais remercier nos orateurs, Philippe et Hervé et Monica. J'aimerais aussi remercier Monica et puis Karine qui ont résolu notre problème technique. On s'excuse. J'espère que les participants ont profité, qu'ils sont tous actifs dans leur région. Et puis, vous pouvez continuer de nous suivre à travers notre site Énergie citoyenne en Suisse. Nous continuerons d'être actifs à ce niveau-là. Je souhaite à tout le monde un bon appétit et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.